Voilà, donc on va passer à la seconde communication, Alain Toledano, qui se présentera lui-même et qui dira ce qu'il fait. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Alors, je remercie l'oratrice précédente. Mon corps de métier initial et principal, ça reste l'oncologie radiothérapie. Donc, je m'occupe d'un centre de radiothérapie qui s'appelle Hartmann, qui traite 4000 nouveaux patients par an, près d'ici à Levallois, avec tout un tas de spécificités très techniques. Ma deuxième spécialité, c'est l'oncologie médicale. Et donc, j'exerce effectivement en chimiothérapie, tout ce que tout le monde connaît ici, naturellement. Mais on se pose la question, c'est quoi notre médecine? Qu'est-ce qu'on attend des médecins? Alors, si vous suivez Voltaire, c'est l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. Mais si on regarde un petit peu ce qu'on attend de nous, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques, la médecine, et des moyens de tous ordres qu'on met en œuvre pour prévenir, soulager, traiter des maladies, des blessures ou des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne, et avec des mots, on tue. Et quand on regarde notre système de santé, et en général, notre exercice, c'est souvent en consultation un patient qui a des besoins qui sont immenses, qui sont légitimes. Il se sent souvent pas entendu, et souvent il ne l'est pas. Puis on a un médecin qui est parfois dans sa bulle, plus ou moins, qui traite la maladie comme il peut, sans avoir forcément toutes les ressources pour répondre aux attentes. Et on a un payeur, régulateur, administrateur, qui lui, finalement, ne régule pas grand-chose, mais surtout les budgets et l'économie d'un système inflationniste. Alors, quand vous avez vos patients en consultation, on a souvent ces patients polysymptomatiques, et ce que font les médecins en général, c'est qu'ils coupent la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne, et dans plus de 90% des cas, on prescrit des médicaments. Mais on jette une boîte sur deux à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Alors la moitié de nos consultations en France, de nos 400 millions de consultations, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et il existe finalement dans notre médecine, et en général dans la société, un mouvement qui est le mouvement de la différenciation. C'est-à-dire tout le monde cherche à être expert. On a une expertise on a 55 spécialités médicales. On vient de rajouter les soins palliatifs. C'est le pays d'Europe où il y en a le plus. En moyenne en Europe, il y en a 17. Et donc on cherche toujours à avoir la dernière connaissance, le dernier article, la dernière expertise, ce qui est très intéressant pour mieux traiter la maladie, mais ce qui rend complexe le travailler ensemble. Et donc on a compartimenté une histoire qui finalement mériterait qu'on en fasse la synthèse et qu'on fédère autour d'une approche médicale globale. Et donc on peut tout à fait prescrire des médicaments d'un côté et avoir des conduites d'éducation thérapeutique ou de traitement psycho-émotionnel ou autre. Et donc la dialectique de médecine parallèle n'est pas forcément la bonne lorsqu'on aspire à la complémentarité. Et donc comme on l'a rappelé, la santé intégrative, elle va intégrer toutes ces dimensions de la santé qui n'est pas qu'une absence de maladie, mais qui se compose de la santé psychologique, émotionnelle, sexuelle, santé sociale, environnementale, et qui va intégrer des interventions non médicamenteuses, donc une approche intégrative avec une vision de la santé globale, pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Alors on a de la chance en France parce qu'on a plus de 3000 hôpitaux, 223 000 médecins, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, et là on arrive à presque 300 milliards de dépenses. Malgré tout cela, le système nourrit le mécontentement des usagers, la frustration des professionnels de santé, il est marqué par des rigidités d'organisation, des tensions financières. Donc ce n'est pas forcément en y octroyant de la ressource financière supplémentaire qu'on va arriver à modifier, à transformer notre système. Donc, la proposition de valeur, c'est de changer de paradigme et de centrer le système sur le patient et non plus sur la maladie. Faussement, la santé a été capturée par l'hôpital et préemptée par la médecine. Mais la santé dans la représentation mentale, bien que la médecine et la maladie comptent, c'est beaucoup plus de personnes et de personnalités. Parce qu'on a le monde médical, paramédical, les patients. Mais on a aussi les aidants, les employeurs, les employés, les systèmes d'information, des industriels en tout genre. Donc le système de santé doit intégrer toutes ces dimensions
ce qui nous empêchera finalement de ne faire qu'octroyer de l'investissement sur nos établissements qui sont utiles, mais beaucoup d'autres paramètres sont à envisager. Alors pour le cancer, c'est 480 000 cancers par an en France, près de 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Et on sait qu'on travaille en silo et que les patients doivent s'auto-construire leur parcours au regard de leurs connaissances, de leurs ressources. Et finalement, chaque patient, ce qu'il souhaite, et ce qui vous exprime bien, c'est « je veux être guéri », mais la guérison, ce n'est pas un décret médical. Un patient qui se sent guéri, la guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Donc on va devoir dégager d'autres dimensions dans nos approches pour guérir. Et la première, c'est de donner du temps, le temps qualitatif, et de s'occuper du soin et du prendre soin pour arriver à retrouver une pleine santé. Alors ce qu'on m'a demandé, c'était de présenter le modèle Institut Raphaël. Donc Raphaël, c'est l'ange de la guérison. C'est un bâtiment à la porte de Champéret, près d'ici, qui fait 2000 m², et on cohabite avec les acteurs de soins médicaux et paramédicaux. Donc il y a 85 soignants de 40 disciplines. Sophrologue, sexologue, psychologue, nutritionniste, art-thérapie, médecine énergétique, etc. On va rentrer dans le détail. Bon, l'idée, c'est que les images parlent mieux que les textes, et donc on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. On offre gratuitement les parcours aux patients et on les évalue, pour montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie. Alors on a effectivement une jolie cuisine, on fait de la nutrition santé plaisir, vous pouvez y faire de la pâtisserie à faible index glycémique, mais bon, au-delà du plaisir de la table, il y a également une éducation sur la manière de retrouver le goût des aliments de la vie des autres. Il y a un grand pôle activité physique adaptée, et à l'intérieur de l'Institut et à l'extérieur. Vous voyez ici des activités en plein air, d'équithérapie, de paddle, de boxe, de golf ou autre. On a un pôle onco-esthétique. Finalement, c'est aussi le pôle santé sociale, parce que vous savez qu'une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et donc on a des capillaristes, onco-esthéticiennes, conseils en images, et on va travailler sur la féminité et autres, sur les arts-thérapies, les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique, le chant thérapeutique, la chorale, et tout cela est évalué avec des résultats fort intéressants. Alors ça aussi, c'est une jolie photo de retraite où nos patientes ont été faire avec nos soignantes du surf à Biarritz. Et on a aussi des retraites pour les hommes, parce que les hommes souvent ont un peu plus de gêne à se livrer de leur souffrance invisible, et donc on a éprouvé le modèle, y compris avec les hommes. Alors pour dire aussi que quand on cherche qui est le patient, qui est le soignant, des fois on ne sait pas qui est qui. C'était une campagne qu'on a menée pour Octobre Rose, et donc il y a un lien, le lieu crée le lien souvent, mais il y a un lien qui s'est créé dans l'Institut qui fait qu'il y a une dynamique de vie qui dépasse les statuts et les postures. Alors on évalue, au début on commençait à évaluer sur des petites séries, vous voyez ici 200 patients, 205, et c'est vrai qu'entre les patients qui ont un parcours avant-après et ceux qu'on voit au quotidien qui n'en ont pas, nous en tout cas cliniquement on remarque parfaitement les différences. Puis quand on évalue, on voit qu'on améliore les diarrhées, la constipation. Donc les troubles digestifs, c'est un vrai sujet, c'est pas à vous qu'on va le dire, mais on voit qu'en s'occupant des gens, globalement et dans tous leurs aspects, on arrive à être bon sur le plan des troubles digestifs, mais également sur le plan du sommeil, du sentiment d'isolement, de l'irritabilité, de l'anxiété et de tous les symptômes qui minent la vie des gens. Alors là, je vais lancer un film. Voilà, 3 minutes. On ne peut pas revenir à la vie d'avant, parce qu'on a été transformés. Mais c'est une nouvelle vie qui commence. L'Institut Raphaël, pour moi, c'est la maison du bonheur. C'est là où on retrouve le sourire. Depuis que j'ai croisé la route de l'Institut Raphaël, c'est comme si j'étais née une deuxième fois. Avec le cancer, on parle de rémission. Mais là, en plus de la rémission, on se régénère, quoi. On trouve plus de force. Les
gens découvrent qu'ils ont envie de vivre, qu'ils aiment la vie et que les autres sont indispensables aussi. Un institut Raphaël m'a fait prendre conscience que la vie valait vraiment la peine d'être vécue et qu'il fallait se battre tous les jours, jamais rien lâcher, garder la pêche, s'appuyer sur les gens qui nous entourent. L'après-cancer est parfois plus difficile que pendant. Il y a beaucoup d'angoisse, de peur qui remontent. Ah, l'Institut Raphaël, c'est merci d'exister, quoi. C'est énorme. Oui, c'est dur d'être malade, mais d'avoir cet accompagnement-là hyper fort et touchant autour de nous, clairement, on n'a pas envie de lâcher, quoi. Donc ça nous aide, vraiment. Et puis à se projeter peut-être pour après, quoi. C'est ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de rencontrer plein de monde et ne pas être centré sur la maladie que la maladie. Le fait d'être porté par un objectif, d'y aller ensemble, en équipe, de se dépasser. Et ça, c'est important de bénéficier de toutes ces infrastructures, puis d'arriver à avoir ces espaces bienveillants pour que chacun, sur ce ring, arrive à combattre sa maladie comme il arrive à dépasser ses objectifs. Ça m'a permis de retrouver, entre guillemets, goût à la vie, quoi. On peut relever tous les défis avec les patients et pour nous, ça nous donne encore plus d'espoir avec cette maladie pour pouvoir continuer à la combattre et la combattre avec beaucoup de force. Je remercie le ciel, mon étoile, voilà, de m'avoir amené jusqu'à cet institut. Ces moments-là, ça m'est devenu indispensable. Donc je le fais avec plaisir. Quand on arrive à Raphaël, on est au centre du truc. C'est une super expérience. Je ne me suis pas sentie malade. J'ai pleuré en cachette, mais voilà. Mais après, il faut être forte et solide, oui, oui. Là, on est dans la vraie bagarre mentale. L'énergie vitale, toujours, la résilience. Bienvenue à l'Institut Raphaël, c'est chez nous. Merci pour le film. On va avancer. Ok. Alors, j'appuie ou c'est vous qui appuyez? Non, c'est celle d'après. Voilà. Bon, ok, mes excuses. Pardon. Ok. Donc, on a, par exemple, vous savez qu'on a un peu de compliance aux hormonothérapies chez les patientes qu'on traite pour cancer du sein. Et par exemple, la danse-thérapie a diminué de 80% les arthralgies, ce qui est un des facteurs d'arrêt de l'hormonothérapie. On a aussi dans les art-thérapies, il y a 30% des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux. Et donc après 4 séances, on n'a plus personne qui n'a pas confiance en soi. Donc il y a tout un tas d'approches et de thérapies qui sont évaluées. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une culture admise, y compris chez nos collègues acteurs paramédicaux. Là, on publie, ça va sortir, là, je pense, ce mois-ci, les troubles du sommeil. Donc sur 905 patients, on montre finalement que chez nous, ce n'est pas un tiers comme dans la population normale, mais c'est 70% des gens qui ont des troubles du sommeil. Et donc insomnie, troubles de l'endormissement, réveil nocturne, apnée du sommeil. Alors, ce sur quoi on est en train de travailler, par exemple un programme, vous voyez, sur 28 patients. Ok, j'ai plus le retour ici, mais c'est pas grave. Bah oui, 28 patients. Et donc là, on diminue de 40% les troubles du sommeil avec des programmes naturopathie, sophrologie, yoga, méditation. Voilà. Donc on a offert près de 54 000 soins gratuitement aux patients et évalués à 3 300 donc, nouveaux patients en 4 ans. Et on continue, on étoffe. Il y a des dynamiques nouvelles, des disciplines nouvelles. Voilà, je fais un petit safari photo. Et là, on va ouvrir un centre Raphaël Prévention Santé. Parce que vous savez que 40% des cancers sont évitables. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Mais on met moins de 3% de nos budgets dans la prévention. Et donc, c'est
qu'elles soient primaires ou secondaires, c'est toute la thématique. Alors ce qu'on a remarqué, nous, c'est que moi je gère un plateau technique qui doit avoir une certaine efficience en radiothérapie, et donc les organisations sont vraiment pyramidales. Mais là, pour que ça tourne, il faut de l'intelligence collective, il faut du temps, il y a un autre rapport au temps. Le règne de la quantité qu'on a dans notre circuit de soins très technique et médical doit laisser la place à de la qualité avec une approche qualitative qui doit se repenser en permanence. Et donc, c'est la création des synergies. Alors, tout le monde dit, mais cette oncologie intégrative, elle est théorique, mais non, parce que vous avez toutes les semaines des papiers qui sortent. Vous avez ici des méta-analyses, des essais randomisés de phase 3 sur les prises en charge psychosociales, l'acupuncture, ou tout un tas, enfin l'activité physique. Donc en fait, on a une évidence based medicine là-dessus. Maintenant, l'idée c'est de dire que notre manière d'exercer, elle a permis d'augmenter l'espérance de vie, et fort heureusement, puisqu'on est arrivé à près de 80 ans, mais on n'a pas forcément amélioré l'espérance de vie en bonne santé, puisqu'on a même tendance à la voir régresser. Et on est en train de créer des cohortes de maladies chroniques. C'est qu'il y a 20 millions de Français qui sont atteints de maladies chroniques. Alors les maladies inflammatoires du tube digestif, oui, mais la dépression, l'endométriose, l'hypertension, les cancers, etc. Et donc, nous, on a ouvert cette année un programme pilote, parce qu'on faisait de l'après-cancer, c'était notre socle, sur les maladies chroniques. Et là, les premiers résultats, c'est qu'on a, un peu de choses près, exactement les mêmes efficacités de prise en charge globale, quelles que soient les disciplines. Juste pour évoquer la santé environnementale, moi qui ne suis pas écologiste, on voit bien, la pollution de l'air, c'est 9 millions de morts par an. C'est la ville de New York qui est détruite chaque année, et en France, c'est 100 000 morts. Donc c'est vrai que parfois, on va être très tatillon sur une protéine secrète, puis quelqu'un qui vit sur le périph', qui brûle de l'encens chez lui, et qui est très pollué, on ne va pas faire attention. Donc la dynamique en santé, elle dépasse notre dynamique médicale, physiologique, pathologique, et c'est important de prendre en considération ces informations. Pour le bruit, par exemple, vous voyez la différence entre 50 décibels, c'est un restaurant paisible, et un marché animé, c'est 60. À partir de 55 décibels, on multiplie par 3 le risque cardiovasculaire. Donc, il y a 3 millions de Français qui travaillent avec ces toxicités sonores. Donc, cette santé environnementale, c'est aussi un des enjeux de nos approches. Et sur le plan médico-économique, on dit que si on faisait chuter de 30% la mortalité évitable et prématurée chez les moins de 70 ans, ce serait un gain de 10% de PIB à 10 ans. Donc, c'est des centaines de milliards d'euros en créant de la valeur santé qui pourrait être réinjectée. Et quand vous dépensez 1 euro en santé, à 10 ans, on peut gagner 2 à 4 euros, donc ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc une meilleure coordination, une vision de santé globale, ça crée aussi, en plus du bénéfice pour les personnes, un bénéfice pour la société. Et toute l'idée, ça va être également de repenser les formations des acteurs médicaux, mais également toutes les autres, où on va devoir travailler autant sur l'éthique que sur l'algorithmique. Et donc je pense aux 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, dont 40% veulent changer de métier par crise de sens, mais aux 100 000 kinésithérapeutes, 75 000 psychologues et autres. Donc on a besoin de tout le monde dans un parcours santé. Et ça, c'était simplement pour évoquer cette visite de Robert Dilts, qui est un des pères de... Alors la PNL, c'est un mot barbare, c'est la programmation neurolinguistique, où en fait, qui établit différents niveaux de logique pour arriver à modéliser les personnes, leur investissement, les groupes, les organisations. Et il est passé nous visiter 1 heure, et il a constaté des résultats en termes d'engagement, d'expertise, d'efficacité, d'efficience. Et pour lui, enfin, de son analyse d'une visite simple d'1 heure, sur la collaboration, la co-création, la communication et l'état d'esprit, il est reparti en voulant mettre en place un programme de recherche sur le modèle organisationnel. Et donc pour nous, c'est intéressant de continuer à innover et de ne pas essayer de se coller à l'existant ou aux contraintes des établissements de santé, mais à continuer à écrire l'histoire du modèle, qui est un modèle, certes, qui n'est pas financiarisé, donc c'est complexe, c'est pas tous les jours simple, mais on crée à notre sens une innovation santé. Et l'histoire, c'est qu'on ne pourra pas continuer. Vous savez qu'en 1994, on avait 3 700 000 personnes en ALD, et en 2018, on en a 11 millions.
Et donc tout le sujet, ça va être d'éviter de croire qu'on va pouvoir faire du tout curatif et de la gestion médicalisée de toutes les problématiques. Et il va falloir élargir notre spectre. Alors on a la chance d'avoir des nouveaux outils, les plateformes numériques qui vont nous permettre de collecter les données, les analyser, les sécuriser, et puis de faire interagir les différents professionnels entre eux. On a monté une chaire en santé intégrative là, au Conservatoire national des arts et métiers pour promouvoir la santé intégrative, créer des savoirs, valoriser des recherches, créer des collaborations. Et grâce à Isabelle ici présente, on avait reçu Adam Perlman qui est le directeur de la médecine intégrative à la Mayo Clinic. Et donc on a aussi une société européenne qui est très active. Voilà, il y a tout un tas de dynamiques qui se mettent en place. Donc quel que soit le système de santé, il y a une pensée commune. Et je voudrais remercier mon équipe et également tous ceux qui bientôt investiront dans cette approche en santé intégrative. Merci à vous. Un grand merci à Alain Toledano. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Une petite remarque, c'est extraordinaire, vraiment. Vraiment. Deuxièmement, on se heurte au quotidien à des patients qui ne veulent pas en entendre parler. Et qu'on prend le temps de leur proposer autre chose que ce qu'on fait habituellement, ça les intéresse pas du tout. Ils sont formatés, la maladie égale un médicament. Il y a beaucoup de gens comme ça. Que faire? Voilà, surtout ça. Ouais, non, vous avez raison. Et il y a forcément des ressentis complexes chez chaque patient et des besoins non couverts. Et tout le monde va avoir besoin de temps. Alors le temps, ça va permettre de mobiliser les ressources intérieures de chaque patient, quels que soient les outils. Maintenant, il y a des représentations mentales qui font que, pour les patients, certains outils sont moins efficaces que d'autres, parce qu'on a créé une culture qu'on a diffusée. Mais je dirais par exemple, il y a des patients, vous leur dites allez voir un psychologue, ils disent non, je ne suis pas fou. Mais si vous dites est-ce que vous êtes stressé, oui, allez voir Marion, eh bien, on va aller voir Marion. Donc les approches par symptômes plutôt que les approches par étiquette, c'est aussi une manière de contourner ces obstacles. Donc on a mis en place des parcours par symptômes. Par exemple, la peur de rechute, on a un parcours complexe chez nous. En fait, pour le patient, il se laisse guider, quelle que soit l'étiquette du praticien. Mais ils ont tous la même chose. Des évitements cognitifs, comportementaux, une anticipation dramatisée des événements, un sentiment d'insécurité, une hypervigilance. Voilà. Donc le travail par symptômes et en équipe, c'est pas mal. Ensuite, c'est vrai que d'avoir un lieu, parce qu'on peut travailler en réseau, hein, pas de sujet, mais d'avoir un lieu où tout le monde cohabite, c'est assez rassurant, et puis on crée de la transdisciplinarité, qu'on a d'ailleurs nous imposée. Il n'est pas question d'exercer sans aller aux réunions de concertation transdisciplinaire. Parce que quand il y a un inceste, un viol ou une violence conjugale, la sophrologue, l'art thérapeute et la psychologue, elles n'ont jamais travaillé ensemble. Alors que nous, s'il y a une occlusion intestinale ou un infarctus, en théorie, on l'a géré aux urgences. Donc c'est vrai qu'il y a cette culture à mettre en place, il faut des terrains de stage, des socles communs, une régulation des disciplines. Mais pour le faire émerger, il faut une culture nouvelle. Le second obstacle, c'est le financement. Oui. Un patient vous dit j'ai pas d'argent pour faire autre chose. Voilà, déjà. Vous avez raison, c'est pour ça que nous on offre tout et qu'on est en déficit. Donc on aimerait bien ne pas l'être et être pérenne, mais ça viendra quand ça viendra. Mais l'idée c'est que la posture, c'est-à-dire que j'ai plein de collègues qui ont envie de faire, puis après je leur dis mais si on vous donne 10 millions d'euros aujourd'hui, vous faites quoi? J'y ai pas pensé, parce que je les attends pas en fait. Comme moi je gagne pas au loto, mais je joue pas. Il y a un moment où il faut qu'on ait effectivement une promotion de programme pilote ici et là, pour qu'on puisse écrire une histoire managériale, structurelle, d'évaluation, de travailler ensemble, une doctrine même philosophique, des enseignements adaptés. Et c'est la manière avec laquelle on va pouvoir essaimer. Mais c'est sûr que ça sera moins facile parce qu'il n'y a pas la valorisation financière qu'on donne à l'acte technique.